Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse, votre podcast cinéma. Aujourd'hui, émission spéciale Halloween. On va parler de The Witch et je suis accompagné de Nathan Blanchard. Et oui, c'est moi. Et en compagnie également d'un invité exceptionnel, c'est-à-dire le frigo de Gillian. Est-ce qu'on l'entend beaucoup finalement? Est-ce que vous l'entendez? Non, je pense qu'on l'entend pas, mais c'est juste pour signifier qu'effectivement aujourd'hui il n'y a pas forcément d'invité, mais que ça reviendra très régulièrement. Qui dit Halloween dit film qui fait peur. Qui dit film qui fait peur, qui dit un peu le nouveau cinéma d'horreur américain, Le fameux. qui est porté aujourd'hui par des gens comme le bien nommé Robert Eggers, dont on va parler via The Witch, son premier film, mais d'autres gens comme Ari Aster, ou dans une moindre mesure peut-être aussi Jordan Peele, mais c'est un peu différent. Pas une moindre mesure, hein, quand même. Donc oui, pas d'invité, on va vous parler d'un petit film d'Halloween, Robert Eggers, est donc un réalisateur américain qui, avant de faire du long métrage et du cinéma, a beaucoup bossé dans le théâtre, et même dans le court métrage en tant que production designer. Donc c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup porté sur un certain esthétisme, une certaine direction artistique. Ça se voit. Ouais. Ensuite, il a réalisé 3 courts-métrages et a réalisé et écrit The Witch, qui selon Alfonso Cuarón se devait d'être fait, produit, réalisé, tourné, monté et présenté au public de manière absolument... Enfin, fallait faire très rapidement. Pour lui, c'était un film qu'il fallait produire très vite. Alors que les studios étaient très frileux et ne le voulaient pas. Après, ça a pas coûté grand-chose. Hein. Oui, mais... on revient sur Van Damme, ça a coûté autant que... même moins que Full Contact. 4 millions. Bah voilà. 4 millions, ouais. Ça a coûté moins que Farang. Oui, mais autant. De ce que j'ai lu, Eggers a quand même fait aussi beaucoup de compromis, bon, comme beaucoup de réalisateurs finalement. Ah, mais ça se voit après, hein. Le film, ça se sent que ça a été fait avec 3 francs 6 sous. Hein. Ouais. Mais ça a participé au charme aussi hein, du film. Bien sûr. Donc oui, le film a beaucoup marché, je crois que ça a rapporté 44 millions. Enfin, beaucoup marché. Bah, ça a marché. Ah oui, c'est... Pour du cinéma d'horreur un peu... indé. un peu... je crois qu'il a été à Sundance. Il n'y a pas forcément de stars dans le film aussi, Non. même s'il y a des acteurs qui sont devenus relativement qui ont connus aujourd'hui. Ouais. 2 surtout en particulier. Ah bah, pas effectivement, une plus que l'autre, mais... On va en parler. on peut en parler tout de suite d'ailleurs. Anya Taylor-Joy. Puisque c'est le film qui a... Je suis pas sûr que ce soit son premier film, mais en tout cas c'est le film qui a dévoilé Anya Taylor-Joy. Je dirais quand même que même si c'est effectivement le film qui l'a fait connaître, je pense que c'est surtout Split de Shyamalan, sorti 1 an et demi à peu près ensuite, qui l'a vraiment fait exploser. Il faut dire qu'effectivement, c'est pas étonnant, parce qu'elle avait à peine... je pense que quand elle a fait le tournage du film, je suis même pas sûr qu'elle était majeure, tu vois. Elle était 17, 18 ans. Même moi, je pense qu'elle doit avoir 14-15 ans. Et sinon, il y a, avec elle, il y a Ralph Fiennes, qui est quand même une sacrée gueule. Tu disais qu'il avait tourné dans Walking Dead, par exemple. Il a joué récemment... dans Game of Thrones, pardon. Game of Thrones, dans Green Knight, Peaky Blinders. Ah oui, Green Knight, c'est vrai que ça a l'air pas mal, ça. Dans The Northman, ensuite. Et surtout, il joue un rôle incroyable dans Misanthrope, je n'en dirai absolument pas plus. Mais regardez ce film, c'est vraiment top, de Damien Chifron, réalisateur des Nouveaux Sauvages. Et après, on retrouve effectivement une myriade d'acteurs et d'actrices, peut-être moins connus, mais qui collent tout à fait au rôle. Oui. Et évidemment, il y a Philippe Lenoir, Black Philippe, qui est la star du film, à l'instar du colloque de Ben Ben, donc qui est évidemment un bouc. Ouais, donc pour revenir sur le casting, il y a aussi Kate Dickie, qui est aussi connue pour avoir joué aussi donc comme pour Inson dans Game of Thrones. Les mêmes. Peaky Blinders, Green Knight aussi, ils ont une carrière très croisée, c'est assez amusant. C'est plutôt rare. C'est très amusant, 2 acteurs vraiment. Parce que entre réalisateur et acteur, c'est pas étonnant, mais entre surtout que c'est manière c'est via des réalisateurs et différents. Bon, après je pense quand même qu'il y a des connexions. Bah je sais que Inson ils aiment beaucoup le caster dans ce genre de film un peu, tu sais, d'époque. Parce qu'il a cette gueule, il a ce côté shakespearien, il a beaucoup... incroyable. Inson, c'est quelqu'un qui a une voix qui a beaucoup étudié Shakespeare, etc. Et je sais qu'il a aussi joué dans Macbeth de Cohen. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui saute aux yeux quand on voit The Witch. Et d'ailleurs, tous les films de Robert Eggers, Northman compris, c'est vraiment la photographie qui est incroyable. Oui, bah il tourne toujours avec le même directeur de photo, je crois.
On va peut-être parler un peu du pitch aussi, parce qu'on en a pas parlé. Le pitch. Mais oui, donc quel est le pitch? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Donc je dirais que c'est l'heure du pitch. C'est l'heure du pitch. Étions-nous venus chercher dans ces contrées sauvages? Quittant notre pays, nos familles, la maison de nos pères. Pourquoi? N'était-ce pas pour le règne de Dieu? Alors, The Witch, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une famille pieuse qui se retrouve bannie du centre de l'Angleterre. Je sais pas d'où ça se Non, passe. c'est en Nouvelle-Angleterre. Ah, Ils sont aux États-Unis. Ils disent en Angleterre, C'est en quoi. Amérique. Non, ils ont quitté leur terre natale. Ah ben, à mon avis, Anglaise. c'est la VF qui est... Ah, tu l'as vu en VF, toi, oui. Oui, Oui, c'est- donc tu l'as vu en VF. Moi, je l'ai vu en Peut-être problème VO. de VF, parce qu'il me semble qu'il parle d'Angleterre. Mais Bah, en gros, qui se retrouve dans une modeste ferme, en tant qu'éleveur de bétail et fermier. En tout cas, ils essayent au niveau de la récolte. Et le souci, c'est que la récolte est mince, qu'ils ont du mal à subvenir à leurs besoins. Et il va se passer de fil en aiguille, évidemment, des événements très très étranges qui sont liés à une mystérieuse forêt, peut-être une mystérieuse femme, peut-être un mystérieux bouc, on ne sait pas. Mais Beaucoup en de tout cas, il va choses se passer beaucoup de choses très mystérieuses. très liées aussi à la religion, à la foi. C'est vrai que c'est un film qui repose beaucoup là-dessus. J'irais même plus loin, ça repose aussi beaucoup sur le fanatisme et sur l'antagonisme primaire de la foi chrétienne contre le satanisme. En Exactement. gros, c'est plutôt Mais c'est simple pas à anodin suivre. que, oui, en fait, le film, il s'ancre, il se passe Ah. quelques dizaines d'années, Ça se passe en 1630. ouais, quelques années avant les procès de Salem, etc. Ouais, Donc il y a un vrai, voilà. Il faut aussi dire que ouais, donc c'est pas un huis clos, mais c'est presque du huis clos extérieur. Ah bah je sais pas déjà, comment le- dire, tu vois, c'est très. Alors c'est pas du c'est- 4 tiers le format, C'est du 1,66. mais c'est un format effectivement relativement carré, donc effectivement qui enferme un Ouais, peu ouais. les personnages. Et oui, je pense qu'on est clairement proche du huis clos. Et puis de toute façon, c'est une En tout famille, cas, c'est plus une question d'atmosphère. c'est une famille complètement isolée. Donc comme tu l'as dit, a été donc bannie d'une colonie en fait. On sait pourquoi d'ailleurs. Bah c'est un peu Non, pas ambigu, trop, hein. mais on comprend plus ou moins que c'est le père Je crois qu'il qui est quelqu'un de très très pieux et qui voit d'un mauvais œil l'église, Oui, je crois que c'est ça. qui est un peu dans C'est, dans la luxure quoi en fait. c'est peut-être effectivement lié au mouvement papal Peut-être. qui justement extorquait entre guillemets les fidèles en leur demandant des dons exorbitants, notamment pour le commerce des ordonnances. Je crois que c'est ça, les ordonnances qui permettent de diminuer en fait l'attente au purgatoire, qui leur permettait en fait de récupérer énormément d'argent et de vivre dans le luxe et peut-être même dans la luxure. Hein, ça. Enfin, je pense qu'effectivement c'est lié à ça. Oui, 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 le point de départ clairement c'est ça. C'est puis ça revient tout au long du film. Il y a une histoire de coupe en argent aussi à un moment. Oui, c'est vrai. Donc on sent que le père est quelqu'un de très détaché, Pieux. ouais, très très pieux, Extrêmement très loin de la luxure et de ce genre de choses. extrêmement terre à terre aussi Ouais. dans ses agissements, même s'il est très très lié à Dieu. Et c'est vrai qu'en parlant justement de cette comparaison entre papal, je pense que effectivement ce serait quelqu'un de relativement franciscain, donc qui pense effectivement que le Christ ne possédait pas ses vêtements. Pourquoi je dis ça en fait ça n'a pas vraiment de rapport avec le film, c'est juste que ça m'a fait penser au Nom de la Rose, qui est un film extraordinaire que je vous invite à revoir. Mais effectivement, je pense que c'est le genre d'infos qui ne sont pas importantes à savoir, mais Après, il il y a un truc on peut autour. spéculer. Il y Quoi. a toujours un truc quand même autour du vêtement aussi dans le film. Hein. Premier degré, Un peu. ça revient beaucoup sur eux, ça revient beaucoup avec la sorcière, le fait de se dénuder, de se. Mais de toute façon, on va en parler parce qu'il y a un truc. Oui. Il y a un truc très intéressant autour du péché et de tous les péchés entre guillemets qui sont un peu incarnés par la famille, comme quoi en fait le péché est déjà présent dès le départ dans cette famille. Alors, pourtant, c'est pas une évidence, quoi. Il se faut un peu creuser, mais on va en parler et il y a des choses qui donnent des pistes en tout cas. Donc voilà, c'est le contexte pour le film, une famille isolée dans un contexte de chasse aux sorcières, dans un contexte très folklorique. Edgar qui est quelqu'un qui adore la mythologie et le folklore. Ah, C'est quelqu'un qui en fait qui pour l'instant en tout cas dédie son cinéma à ça, qui dédie son cinéma donc là aux sorcières de Salem, au folklore de la Nouvelle-Angleterre avec les nouveaux colons. Ensuite donc il y a The Lighthouse qui est
plus ou moins folklore de garde-côtes, de gens qui habitent dans les phares, qui gardent des phares pendant plusieurs mois, années, isolés du monde. Et ensuite, il y a eu The Northman, qui est une fable, qui est un nordique, voilà, viking. Hamlet. Ah, c'est un Hamlet Original. viking. Bah, littéralement, il s'appelle Hamlet. Ouais, le personnage. complètement. Donc c'est quelqu'un qui adore, qui est là-dedans, et pareil, ses inspirations premières, ce sont le Nosferatu de Murnau. Donc quelqu'un qui est déjà dans des choses comme ça, l'expressionnisme allemand aussi. Eggers a prévu de remake très prochainement, ça devrait bientôt sortir, Nosferatu aussi, que Herzog avait déjà remake dans les années 70, 80, ouais, 78. C'est oui, j'avais entendu parler de ça, je sais pas que c'était lui qui allait faire ça. Ouais, c'est lui, avec Bill Skarsgård, il me semble. Encore. Toujours lui, encore et toujours. Oui, donc celui qui jouait Hamlet, le Viking dans Northman. Non, c'est le frère. Ah merde. Ouais, ah non, c'est le tonton. Le tonton. Oui, Bon, méchant. c'est une famille, quoi. C'est très. Non, en fait, Bill Skarsgård, c'est celui qui joue Hit dans les derniers de Muschietti, Oui, c'est vrai. et qui joue aussi dans John Wick là récemment, qui joue le français. Oui. Tu sais, le vicomte, je sais plus comment il s'appelle là. Le gros. Non. Oui, le méchant. Le gosse de riche, quoi, tu vois. Le méchant. C'est ça. Donc voilà, ce qui est un peu de l'actualité des guerres, c'est d'où il vient. Et donc, rentrons dans le vif du... Oui, rentrons dans le vif. Eggers aussi, qui avait donc Hinson en tête dès l'écriture. Donc pour dire que oui, Hinson est figure très importante de ce déjà film. Quelqu'un de relativement connu, je pense, surtout effectivement pour un réalisateur comme ça. Je crois qu'on en a pas parlé, mais il a commencé également dans The Office UK, qui est quand même une série réputée, qui commence à dater un peu, donc forcément ça a dû faire un petit peu pour sa postérité. Puis c'est vrai que c'est quand même un acteur imposant, quoi. Ah bah il disait clairement, si on le cite, il disait qu'il a été casté en premier et que c'était vraiment la figure patriarcale qu'il avait en tête, quoi. Carrément. Et que Hinson était très impliqué sur le tournage, il s'est laissé pousser vraiment la barbe, les cheveux, et qu'il a, comme je le disais précédemment, Hinson il a beaucoup joué dans des troupes de théâtre et qu'il a beaucoup étudié Shakespeare, et donc il a aussi pu donner un peu ce parler aux jeunes acteurs, parce qu'il y a il y a des jeunes acteurs dans le film, hein. C'est une famille donc avec donc Anya Taylor-Joy qui doit avoir 14-15 ans, Caleb qui doit en avoir 13-14, ensuite il y a 2 jumeaux qui doivent avoir 5-6 ans, et un nourrisson. Donc il y a vraiment des jeunes acteurs. Et pour revenir effectivement à Ralph Hinson, dans le film, effectivement, il joue un père certes très droit, très pieux, mais j'ai même trop pieux en fait. Il a vraiment le côté fanatique, mais ce qui est assez étonnant quand même, c'est que ce fanatisme en lui-même ne dessert. Moi, j'ai pas l'impression qu'il dessert réellement la famille, et je dirais même que c'est ce qui apporte effectivement à ce personnage de certaines valeurs, parce que on pourrait penser dans ce genre de film, surtout à des films assez horrifiques, que ce serait quelqu'un avec beaucoup de failles, mais au final c'est vrai que c'est quelqu'un de relativement bon envers sa famille et qui est plutôt inspirant, notamment effectivement la scène où il emmène Caleb récupérer effectivement des trésors de chasse. Et il me fait beaucoup penser à Ralph Max von Sydow dans La Source de Ingmar Bergman. Bah, il joue un peu le même type de personnage en fait, hein. C'est le même Eggers cite Bergman comme une de ses sources d'inspiration pour le film. Ah mais c'est marrant ça. Tu vois? Parce que c'est La Source. Ah bah. Mais oui, tu vois, Bergman est vraiment une inspiration première pour ce film du côté de Eggers, quoi. Donc c'est super intéressant que tu le sortes en fait. Je viens d'y penser parce que c'est vrai que on est proche finalement de figures relativement classiques. Moi, je trouve que c'est absolument pas une surprise que une famille comme ça soit pieuse à ce point. Et même si c'est vrai que ça dessert pas spécialement le père au début, quelque part, c'est aussi ce qui va emporter leur malédiction. Enfin, ah bah le père a quand même. Ce que je veux dire, c'est que ils vont finir quasiment tous par mourir. Et en fait, on se rend compte que s'il y avait pas eu toutes ces superstitions, je parle de superstition parce que ça dépasse vraiment le cadre d'une simple foi, et ben je pense que il serait finalement jamais rien passé, quoi. Le père, dans sa bienveillance et sa bonté, est quand même quelqu'un d'assez orgueilleux, quoi. Et on le voit tout au long du film. De toute façon, aucun personnage, bien que tous les personnages soient plus ou moins bons, ont tous des vices et des travers. La mère est quand même un peu plus...
La mère, tu vois, détestable, quoi. c'est oui, mais pareil, encore une fois, Ah oui, non, il y a mais c'est des raisons, nuancé, c'est très nuancé. c'est dans les limites humaines, hein, clairement. Clairement, oui, oui, bien sûr. Mais c'est, tu vois, pareil, la mère, c'est peut-être plus vers la colère et ce genre de choses. Bah en fait l'hystérie même Ouais. durant tout le film, elle est vraiment hystérique, voire même on peut penser à certains moments elle est complètement folle, mais c'est vrai qu'après on peut se poser des Faut questions. aussi se mettre mettre en relief le personnage. Hein. Et on peut C'est un personnage qui quitte tout, qui l'explique, c'est quelqu'un qui a le mal de la campagne. Ouais, non, mais le mal du pays, hein, parce que c'est des gens qui sont partis d'Angleterre, qui sont installés dans une colonie en Amérique, et qui ensuite ont été dégagés de cette colonie pour vivre tout seul au milieu de nulle part. Donc elle le dit plusieurs fois d'ailleurs, elle dit moi je veux rentrer chez moi, et lui il dit on va rentrer à la colonie, t'inquiète pas. Le père quand il sent que ça commence à dégénérer, lui dit on va rentrer dans la colonie, mais elle dit mais non, moi je veux rentrer en Angleterre. Et donc elle perd pied, il y a tout un truc très très intéressant en tout cas. Ce que je voulais aussi noter, on va entrer plus en profondeur dans l'histoire, mais là, dans les dessous encore un peu, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a eu vraiment un travail de recherche, que ça soit au niveau vestimentaire, au niveau du parler, au niveau de la ferme, que ça soit, voilà, tout a été très très documenté par les décorateurs, pour recréer vraiment un foyer typique des gens de l'époque, de cette période, de cet emplacement géographique précis. Donc il y a vraiment une grosse recherche historique, et encore une fois, c'est vraiment quelque chose que Eggers aime. Voilà. Et c'est un film tourné en lumière naturelle. Un peu à la manière d'un Barry Lyndon de Kubrick. C'est un film tourné qu'en lumière naturelle et en bougie en intérieur. Donc voilà. Donc il y a déjà un vrai parti pris esthétique. C'est produit par A24. On sait qu'aujourd'hui A24, c'est une boîte de production qui aime mettre en avant ce genre de choses. Ari Aster. Ari Aster aussi, mais plein de films, même X C'est vrai que c'est de Tyler, je sais plus. Merde, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Mais c'est X génial. Perle, tout ça. Tu vois, c'est du nouveau cinéma de genre un peu, voilà, autorisant. Voilà, donc ça fait partie de ce cadre-là. C'est un peu tout hein, sur le préambule. Je pense qu'on peut de nouveau rentrer en profondeur sur l'histoire. On peut dire aussi que l'élément déclencheur, c'est l'enlèvement du nourrisson. Cet enlèvement qui arrive finalement très tôt dans le film. Oui, Sam. Oui, ce petit bonhomme. Ah, tu es là. Tu es là. Sam. Donc oui, Thomasine, joué par Anya Taylor-Joy, est en train de jouer justement avec son petit frère qui est tout mignon, tout rond, et il fait les coucou caché, et à un moment, elle se rend compte que Il est plus là. le gamin, il allait se cacher aussi. Moi, je trouve que la mise en scène de cette scène est super. Alors, en fait, on dirait que c'est un rêve, en fait. Ah, Moi, mais j'avais vraiment pas l'impression que ça arrivait, et en fait, c'est limite on aurait dit une vidéo de Not Serious en fait. Tu vois en fait une meuf s'échapper au loin avec le bébé quoi. Bah c'est ça en fait, la mise en scène est super cool parce qu'en fait t'as ce champ contre champ et après t'as la caméra, en fait y a plus rien, ça revient sur Taylor-Joy, après t'as la caméra qui panote vers le haut et tu vois en fait des branches qui bougent au fond dans la forêt. Mais en fait, et donc en fait bizarre en fait. Tu vois, t'es en mode ah putain mais elle l'a pas vu, comment elle l'a Mais oui, pas c'est pu le ça. voir. Mais oui, mais c'est la mise en scène, ça rend le truc super bizarre. Mais justement, et ça renforce l'aspect witchcraft, sorcellerie. Tu vois ce que je veux dire, ça renforce l'aspect surnaturel et bizarre. Elle, comme dans Witcher, elle a bu une potion, elle s'est rendue invisible et puis. En fait, non mais tu vois le genre, ça. Je trouve que la mise en scène sert super oui, la bien mise en scène est propos super sympa sur ce point-là, mais c'est vrai qu'en fait je me dis mais c'est pas normal. Enfin, je veux dire, ça devrait être surnaturel quoi, c'est pas possible. Ah bah ça l'est, je pense. Ça en tout cas ça l'est et mais par contre c'est vrai que sur le reste du film je me dis est-ce que quand elle entend ses voix, est-ce qu'elle hallucine pas, est-ce que les meufs qui dansent à poil autour d'un énorme feu bah oui certes il y a de la croyance, il y a de la superstition, il y a probablement du satanisme, mais est-ce que cette sorcière finalement a les pouvoirs qu'elle prétend ou alors est-ce que c'est simplement des tortures humaines, enfin je sais pas. En fait à un moment Caleb se perd dans la forêt et revient fiévreux et nu. Et il me semble qu'il est mutilé aussi légèrement. Mais est-ce que c'est pas simplement un traumatisme que
cette sorcière, moi je pose des guillemets quand même parce qu'on sait pas en fait exactement, parce que quand il arrive dans la forêt, il tombe sur une jeune femme sublime, on pense qu'il la récupère, mais en fait on sait pas vraiment ce qui se passe. Et moi je pense qu'effectivement ce qu'on prend pour une malédiction n'en est pas forcément une. Ça Ouais, peut juste être un mais je trauma. suis pas d'accord parce que quand même, C'est des suppositions. le bébé quand il se fait enlever, c'est une vieille femme qui lui ouvre le bide, enfin qui le tue. Hein. Elle en fait une sorte d'élixir bizarre, qu'elle s'enduit tout autour du corps, machin. Ah oui, ça me dit un truc. Ah bah oui, bah attends. Et ensuite seulement on comprend qu'elle rajeunit quoi. Enfin qu'elle rajeunit. Oh. Qu'elle se fait, t'as compris? Mais non, mais en fait, ça me fait penser à... Et c'est pour ça que Caleb, enfin rajeunit, ou du moins donne l'impression qu'elle a rajeuni, parce que quand Caleb s'approche de la jeune femme qui est en fait la sorcière, il l'embrasse et elle à la fin il y a la main qui vient lui prendre derrière le crâne. C'est une vieille main. Ouais. Donc tu Oui, comprends c'est vrai, que c'est c'est de la, oui il y a quand même de la sorcellerie. Moi je pense que le film est quand même, il s'ancre dans quelque chose de très Et moi, surnaturel. en fait, hein. oui, non, alors c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que c'est vrai que tu dis que c'est ancré dans le surnaturel, mais d'un autre côté, le film essaye de se prosterner auprès du folklore et d'être le plus fidèle possible. Donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire et d'un autre côté, c'est vrai que je trouve ça relativement charmant finalement de réussir à mixer les deux. Ouais. Voilà, donc ça, oui. Moi je pense c'est intéressant aussi de parler des relations familiales et de l'aspect du péché au sein de la famille. Thomasine, c'est un parcours d'émancipation en fait, tout simplement aussi. C'est quelqu'un qui grandit dans une foi très très forte et qui vient s'en émanciper et s'en défaire. Alors, et embrasser autre chose. Mais il y a un bémol, c'est que du coup, elle se retrouve à se libérer d'une foi pour en embrasser une autre. C'est vrai. Donc, oui, mais c'est quand même un parcours d'émancipation. Ça en et reste. puis son émancipation, elle est quand même pas très très joyeuse, puisque toute sa famille Oui, meurt mais dans la trop souffrance. Ça reste de et elle l'émancipation. devient un suppôt de Satan qui ne porte même plus de vêtements, tu vois. Genre, carrément, ouais, mais même la décence disparaît. Mais de toute façon, il y a c'est une opposition permanente. Il y a le vêtement. De toute façon, tous les personnages, ils sont prudes, sont très, voilà, bon, t'as toujours une mise en relief de toute chose. Le personnage de Caleb, c'est quelqu'un qui est touché par la tentation tout le temps. Je sais pas si t'as vu, il y a toujours des plans de lui qui regarde la poitrine de sa sœur. Il y en a deux ou trois même. Non, il y en a un où on voit la poitrine et il y en a un autre où je sais plus, mais c'est un peu différent. C'est, tu sais, quand non, c'est justement c'est là où c'est intelligent, c'est que c'est pas un contre-champ. En fait, c'est juste, tu vois Thomasine et tu vois le regard de l'enfant. C'est juste ça en fait. Tu vois pas, il y a pas de partie. Il y en a peut-être un autre, mais en tout cas moi j'en ai vu deux. Et je sais que c'est un sujet qui revient. Je crois qu'il y en a une quand elle dort et un deuxième quand elle lave les vêtements dans la rivière. C'est à ça que je pense. Et je crois qu'il y a même à la fin il y a un sous-entendu justement du père qui dit alors t'aimerais te faire ta sœur. Il dit pas ça, mais en gros on comprend qu'effectivement il exprime du désir pour sa sœur. Et moi j'ai cru vraiment que ça irait là-dedans. Et tu vois, mais ça y va quelque part. C'est vu que c'est évoqué par le film. Mais tu vois c'est ça. Mais c'est pas un élément subtil quoi. C'est pas gratuit parce que Caleb, il se fait ensorceler par une top modèle, quoi. Oui, mais la sorcière, c'est littéralement, très belle femme. Top modèle. L'actrice est une top modèle. Donc tu vois, il y a. On la voit 3 secondes. Hein, oui, mais bref, c'est voilà. Mais en fait, oui, mais je pense que du coup c'est un peu différent parce que je pense que Caleb, même si évidemment il peut avoir du désir pour n'importe quelle femme. Le fait d'avoir du désir pour sa sœur, c'est quand même quelque chose de très différent et je pense que c'est quelque chose à distinguer de juste le désir normal, d'avoir le désir pour sa sœur. Je sais pas parce que. Mais est-ce que si tu vois, ça rajoute un côté pervers à dans cette famille, tu vois, c'est ce que j'expliquais. Et après, le fait que ce jeune homme aussi grandisse isolé de tout contact. Oui, c'est ce que je me disais. C'est-à-dire que c'est le seul contact féminin de son âge après qu'il a. Donc c'est bizarre, mais tu vois, tu comprends le truc. Mais du coup, ça voudrait dire que s'il avait pas de grande sœur, peut-être qu'il pourrait même avoir du désir pour sa mère, tu vois. Je sais pas. Là, on va très loin. Bah, il faut. Oui, mais en tout cas, tu vois, ça revient sur le fait de encore une fois. Le péché, il est latent, quoi. De toute façon, il fait partie de tout. Et d'ailleurs, c'est il y a une scène où Thomasine, justement, se confie, où justement, elle essaye justement absolument de chercher des péchés. Elle se confesse pas, elle se confie.
Et par exemple, elle cite le péché de je n'ai pas travaillé avec assez de fermeté, avec assez de foi, tu vois. Donc c'est là où on se rend compte qu'en fait ils sont toujours dans la dans le refoulement absolu des péchés, et qu'en fait ils savent qu'ils sont pas parfaits, mais ils essayent toujours de se contenir. Oui, complètement. Même Et le père... et du coup ça les amène à péter des câbles. Quand la mère elle devient historique, quand le père quand le père justement qui est un peu remis en cause dans sa foi par rapport à ce qui se passe, et notamment par rapport à la suspicion du fait que sa fille puisse être une sorcière, là il pète complètement un câble. D'ailleurs il essaye pas de l'étrangler, mais il est à deux doigts d'être violent avec elle, alors Et que parce qu'il faut il savoir a toujours que été protecteur. donc tous ces événements étranges, donc l'enlèvement du bébé, donc il y a Thomasine qui était censé le surveiller. Ensuite, c'est Caleb et Thomasine qui partent en forêt pour essayer de retrouver le bébé. Caleb ne revient pas de la forêt, et donc encore une fois les soupçons se portent vers Thomasine. Après il y a les gosses. Ensuite, elle fait peur à ses petits frères et sœurs, c'est les deux jumeaux, en disant que c'est elle la sorcière, parce qu'elle veut leur faire peur et parce que les deux jumeaux l'ennuient. Sauf que les gosses vont vraiment le prendre à la lettre, donc vont le dire à leurs parents qu'elle leur a normal, dit... après en même temps c'était pas malin de sa part. Ouais, c'est sûr. Donc en gros, Thomasine est, tu vois, C'est le dès le coupable départ, elle est destinée Surtout à embrasser ce destin de sorcière. Surtout qu'ils pensent qu'ils sont les seules personnes des kilomètres à la ronde. Aussi, Donc en fait c'est la coupable idéale. c'est ça. Et aussi il y a ça, il y a aussi Donc tu vois, il y a encore ce truc le de fait mensonge. que sa mère la déteste. Ouais, mais elle la déteste pas dès le début, et il y a même une forme de pardon à un moment quand il dit Un peu. ma fille reviens-nous vite quand elle va rentrer les chèvres, etc. Un Tu peu, sais, mais bon. Non mais bien sûr, il y a une durant sorte tout le film, de il y a il y a une sorte l'animosité. oui voilà, il y a une sorte de méfiance, Et mais qui peut paraître encore une fois oui, mais entre guillemets pas normal, mais qui pourrait avoir oui, une en explication quelque sorte. logique. mais c'est vrai qu'il y a quand même une suspicion aussi vis-à-vis du vol de la coupe, où elle pense tout de suite que c'est elle. Et en fait c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'effectivement on l'accuse de tous les maux alors qu'en fait elle est innocente de tout. Mais sauf qu'en fait ces accusations vont l'amener C'est ça. à être Complètement. coupable. Oui, oui, complètement. Mais c'est le propos, je pense. Ça revient sur le truc de l'émancipation et de plein de choses. Même le premier plan du film, ça s'ouvre sur elle. C'est Thomasine, le premier plan du film. Donc dans cette, je sais pas si c'est pas une église, c'est quoi? C'est là une réunion avec tous les gens de la colonie. Une chapelle. C'est ça. C'est la seule séquence où on voit la famille entourée d'autres personnes en fait. C'est le moment où on leur annonce qu'ils vont être dégagés de la colonie. Donc on a un premier plan sur elle qui est très à l'écoute, qui est voilà, donc très sage. Et le dernier plan du film, c'est elle qui pète un câble et qui rigole avec du sang sur le visage et qui s'envole avec les autres sorcières. Donc il y a un vrai... c'est vrai que c'est étrange. Ah mais tu vois, il y a un vrai parcours de personnage, il y a une vraie évolution, il y a un vrai truc quoi. Je tiens à dire super qu'effectivement intéressant. le film, bon évidemment à un rythme très lent, mais c'est aussi un film de gros plans en fait. Il y a beaucoup de gros plans qui sont extrêmement longs parfois. C'est un film avec ouais des plans longs, juste des plans longs en fait, pas souvent fixes. Moi ce que je trouve super intéressant aussi, c'est sur que les expressions de visage. super intéressant, ouais. À la ferme d'ailleurs, il y a très peu de mouvements de caméra, enfin c'est souvent du fixe. Il y a pas, je crois, pas de zoom ou de travelling, alors qu'en forêt, on vient montrer la forêt insidieuse avec de légers zooms, des choses comme ça. Il y a une vraie mise en scène. La forêt, de toute façon, dès que la famille s'installe près de cette forêt, la forêt est présentée comme le Némésis. Elle est mise en scène comme le Némésis de la famille, de toute façon. La mère ne veut pas que ses enfants y pénètrent. Ah oui, mais la forêt, c'est le truc interdit. C'est le diable. Oui, mais de toute façon, voilà, on revient sur sur cette dualité, Blair Witch. On revient sur ce côté, la famille croyante, voilà. Et de l'autre côté, c'est la forêt, c'est le sauvage, c'est l'inconnu, c'est l'obscurité, c'est plein de choses. Et le film met très bien en scène ce genre de choses. Et on n'a pas parlé de la musique aussi. La musique est superbe. Bah voilà, c'est bon, on a parlé de la musique. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas quoi dire. C'est fait avec des instruments, je crois, de l'époque aussi. Je crois avoir lu quelque chose là-dessus. De toute façon, que c'est une musique qui a été créée vraiment. Eggers, encore une fois, a été très très à l'écoute, c'est le cas de le dire, de son compositeur. Je n'ai plus le nom du compositeur en tête, je suis désolé. C'est pas grave, puisque vous allez pouvoir découvrir la musique. Voilà. On va vous passer un petit extrait. Il y a pas que de l'horreur surnaturelle, il y a l'horreur de l'ordinaire. C'est-à-dire que quand les parents, en fait, là, c'est une petite maison, les parents dorment en bas et les gosses dorment tous en haut. Et en fait, ils sont vraiment tous proches les uns des autres. Et en fait, les parents, la nuit, discutent souvent entre eux.
Et ça parle notamment de Thomasine dans son dos, ça parle de choses, ça parle de comme quoi maintenant elle a l'âge de se marier, plein de choses, donc voilà, ça parle aussi de choses très dures, de à l'époque on ne vivait pas très vieux, hein, on mourait plutôt jeune, donc il y a quelque chose de la discussion et de la relation qui est un peu dans l'horreur de l'ordinaire de l'époque en fait. Au-delà du surnaturel, il y a un truc très ouais, l'horreur de la vie en fait. L'horreur du ok bah ça peut arriver de perdre un gosse. C'est ça. Mais je trouve que ce qui est vraiment perturbant dans le film, il y a aucune, en fait, je trouve, il y a très peu de séquences finalement vraiment horrifiques en tant que telles. Moi, le film m'a pas vraiment fait peur. Par contre, c'est vrai qu'il y a une nappe, en fait, une sorte d'atmosphère qui rend le film perturbant et gênant, en fait. Où il y a une sorte de malaise qui s'installe et qui est installé, en fait, depuis le tout début. Et qui s'intensifie un petit peu quand même. Donc c'est vrai que c'est un film dérangeant. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un film de la new horror. Parce que c'est jamais tape à l'œil en fait. C'est vraiment toujours dans la retenue, dans la subtilité, ce qui peut être un problème, hein, ce qui peut rebuter certains. J'arrête de jouer avec ça. Qui peut rebuter certains, mais qui donne vraiment un style et une certaine élégance à cette mise en scène de l'horreur. Ouais, et puis c'est bon, tout bon film de genre et bon film d'horreur se doit de se baser sur ça, mais c'est le genre enfin l'horreur est un prétexte pour raconter des choses du quotidien horrible en fait. Et là en fait c'est ce que tu disais, on revient sur ce truc de la sorcière, est-ce qu'il y a vraiment sorcière, il y a pas sorcière, est-ce que c'est juste pas une famille tu vois qui vit des choses terribles. Même si moi j'ai tendance à dire que via la mise en scène et ce que nous montre Eggers, il y a pas vraiment de doute là-dessus. Non, il y a pas de doute. Mais voilà, en tout cas c'est très intelligent et c'est des personnages très bien écrits quoi. Donc ça, c'était pour The Witch de Robert Eggers, mais je pense qu'effectivement, c'est un film qui a quand même fait des petits, même si je suis pas sûr qu'il y ait une véritable liaison entre les deux. Moi, je vais vous parler effectivement d'une réalisatrice que j'aime beaucoup, une réalisatrice australienne, notamment connue pour son film de Babadook, Mr. Babadook, sorti en 2014. Donc la réalisatrice Jennifer Kent, qui a sorti effectivement un film quelques années plus tard, qui a eu une sortie très limitée en France. Il me semble que c'est sorti en 2018, mais le Blu-ray n'est arrivé genre qu'en 2021, un truc comme ça, ou 2022, parce que effectivement ça a été limité à certaines salles. Donc il s'appelle The Nightingale. Cette fille que vous avez violée, dont vous avez assassiné la famille, cette fille est morte. Et on ne peut pas tuer ce qui est déjà mort. Qui est un film qui ressemble beaucoup à The Witch sur beaucoup de points, sur la mise en scène assez simple, assez lente, sur également une photographie très naturaliste. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a un côté très naturaliste, limite documentaire dans le film. Et c'est vrai que dans The Nightingale, il y a aussi ce côté naturaliste qui s'accompagne pour le coup, je crois, d'un vrai format 4/3 qui enferme les personnages et qui rend les extérieurs plus puissants quelque part. Parce que on a une sorte de point de vue qui est assez différent. Et effectivement, ça parle aussi d'un âge révolu, je crois du XVIIe siècle, qui parle non pas cette fois effectivement d'une famille isolée, mais d'une femme opprimée par des colons. Donc effectivement, ça parle d'une vengeance quelque part, puisque c'est une femme qui se fait violenter, violer, qui perd toute sa famille par un colon anglais et qui va en compagnie d'un autochtone vouloir se venger. Et en fait, c'est un film très surprenant. On s'attend pas forcément à ce que ça se passe comme ça, parce que c'est certes un film de vengeance, mais c'est aussi un film très long, très lent. Enfin très long, je sais plus, 2h10, je crois, plus de 2 heures en tout cas. Très lent, très poétique, vraiment très poétique, naturaliste, donc aussi dans ses décors, donc, puisqu'il y a beaucoup de forêts. Mais c'est un film vraiment magnifique que je vous invite à découvrir parce qu'il est vraiment peu connu. Je sais pas si on peut le trouver autrement qu'en DVD Blu-ray. Franchement, ça m'étonnerait très fortement qu'il soit sur une SVOD, peut-être en VOD, faudrait vérifier, mais c'est un film incroyable, très surprenant, toujours jamais là où on l'attend, et c'est vrai que je trouve que Jennifer Kent est une des grandes réalisatrices des années 2010. Moi, personnellement, je reviens vite fait sur Mr. Babadook, mais c'est probablement le film qui m'a le plus effrayé de toute ma vie. C'est un film extrêmement sombre, ultra sombre et glauque, et qui lui pour le coup avait connu un petit succès. Et toi du coup Gillian, tu voulais parler de The Vigil, c'est ça? Ouais, moi je voulais parler de The Vigil dans un premier temps.
The Vigil, pareil, qui va se baser, donc c'est de Case Thomas. The Vigil qui est sorti il y a quelques années. Moi, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti. On parle que de films récents. Hein. Ouais, mais c'est un peu dans cette mouvance. Le film est sorti, ouais, il y a 4 ou 5 ans peut-être, 4 ans, je sais plus. Dans cette mouvance un peu cinéma d'horreur qui va se baser sur des folklores, etc. Là, on se base sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Généralement, le cinéma d'horreur, quand il y a une religion, c'est la religion chrétienne. Là, on se base sur des croyances juives, ce qui est super intéressant, qui permettent d'apporter un peu de fraîcheur. Je sais que le film a été moyennement reçu. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis très différents, très opposés. Après, c'est touchy, hein. Ouais, mais tu sais... Plus que la religion chrétienne, je pense. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est... Voilà, en tout cas, le film est super intéressant. Ça aborde des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'un gars qui va veiller le corps d'un défunt. Oui, je connais. Ah ouais? Enfin, j'en ai entendu... Oui, j'en ai entendu parler. Il y avait Az qu'on avait parlé. Et Ça en avait gros, énorme, ce truc. c'est très bien. Enfin, moi, faudrait que je le revoie. Je vous avoue que là, j'en parle avec mes souvenirs. Peut-être que si je le revoyais, j'aurais peut-être pas le même rapport au film, mais de mémoire, c'était très sympa, très rafraîchissant. Donc ouais, c'est quelqu'un qui va veiller le corps d'un défunt pendant une nuit, et il y a plein de choses étranges qui vont se passer, de choses de son passé qui vont ressurgir. Moi, je me souviens d'une mise en scène très très efficace. En salle, ça marchait très très bien. Je sais pas comment ça peut rendre maintenant sur une télévision, mais c'est voilà, c'est très très cool. C'était le premier truc dont je voulais parler parce que j'en entends jamais parler de The Vigil et j'en avais plutôt un bon souvenir. Deuxième chose, moi je pense que c'est très intéressant de prolonger l'expérience Robert Eggers avec The Lighthouse, qui est pour moi un super film aussi, c'est vraiment démentiel quoi, avec un super Pattinson, un super Dafoe. Un noir et blanc somptueux, je crois que c'est en cadre 4/3 ou 1/1, je sais plus. C'est très oppressant, c'est très beau, c'est très très fou, très fougueux, très plein de choses. Pareil encore sur le folklore, là c'est sur le folklore marin, le folklore voilà, donc le folklore des phares notamment. Donc The Lighthouse à voir. Et bon, là, je suis un peu plus partagé. The Northman, que j'ai pas beaucoup aimé, que je n'aime pas beaucoup. Moi, que j'ai bien aimé. Bah voilà. Sans plus, mais j'ai bien aimé. Que moi, je trouve très inégal au niveau de son rythme, notamment, que je trouve c'est un des ventres mous les plus énormes de l'histoire du cinéma. Ah bah alors là, moi, je trouve que le rythme du film est assez désastreux, pour le coup. C'est un donut, le truc. Mais on y retrouve donc Anya Taylor-Joy, on y retrouve Willem Dafoe aussi, on y retrouve Skarsgård, du coup. Il y a aussi Hinson, Nicole Kidman. Ouais, il y a Kidman aussi. Ouais. Il y a un très beau casting. Très belle photo, magnifique. Très belle photo, il y a un plan séquence assez dingue. Très belle musique aussi. Voilà. Bon, moi, je suis assez partagé. Qualité technique, mais ouais, moi je trouve que narrativement il y a des problèmes. Une perte de rythme énorme et effectivement. Ah, il y a aussi Ethan Hawke. Ethan Hawke qu'on voit très au début. Énorme, énorme qui est comme d'hab. Voilà, donc et il y a une scène mythique de bataille dans un volcan qui est sublime. Moi je trouve un peu surestimé, mais sublime. Je trouve un peu surestimé. Mais en tout cas, jetez-y un œil, ça vaut le coup. En tout cas, le cinéma d'Eggers c'est vrai qu'en salle, par contre, c'est vrai que c'était moi je l'ai pas vu en salle. Impressionnant. Moi je l'ai vu en salle. Ok, moi je l'avais pas vu en salle, peut-être que ça joue. Ah oui. Mais en tout cas, le cinéma de Eggers c'est très très intéressant. Nosferatu qui arrive bientôt. The Witch d'ailleurs, je trouve c'est un film à voir en salle. J'aurais bien The Witch, je pense qu'en salle ça va être assez dingue. Ouais, clairement. The Lighthouse aussi. Je pense que c'est des films très... Des films même de Ari Aster. En fait, c'est parce que c'est des films qui sont très esthétiques et très liés autour de la photographie. Et de l'ambiance sonore aussi. Bon, après, l'ambiance sonore, tu peux encore à peu près t'en sortir. Ouais, mais la photographie. Tu tapes un genre de film en Dolby ou ce genre de choses, ça va être assez fabuleux. Voilà, donc le cinéma de Eggers. De quoi? C'est beaucoup de recos, c'est bien. Ouais, Eggers. Et enfin, si vous voulez prolonger encore plus vers ses influences, donc l'expressionnisme allemand. Donc on parlait de Nosferatu, le premier film de Murnau sorti en 22, il me semble, si je dis pas de conneries. Oui, ensuite, celui de Herzog qui a été remake en 78, comme tu disais. Ouais, je dis pas le film le plus passionnant du monde, hein. C'est pas mon avec Kinski. Évidemment. Et il y a aussi merde, comment elle s'appelle l'actrice française là, Isabelle Adjani. Adjani, oui. Qui était absolument.
Bah, qui était toute jeune. Hein. Et donc il y a le remake de Eggers qui arrive là très bientôt, Ah, bah, qui devait être le deuxième film de Eggers. Mais Eggers s'est dit c'est trop pompeux de le faire, de devoir faire ce film en deuxième film, donc il a attendu de faire d'autres choses. trop pompeux, et le mec a fait Northman. Donc voilà. Donc je disais l'expression allemand, donc Nosferatu de Murnau. Il y a tout ce qui est Lang bien sûr avec Metropolis, M le maudit. Fritz, non. Oui, Lang. Non, mais Lang. Oui, Fritz Lang. Oui, oui, c'est Fritz Lang bien sûr. Schindler. Donc il y a énormément de choses Mais là, à c'est voir vrai du qu'on- côté. On remonte loin, et puis c'est vrai que sinon, il faut aller voir effectivement du côté des productions A24, le Harry Astor, Moi j'ai encore toutes ces A24. ouais. Et même dans l'expressionnisme allemand, t'as l'homme qui rit, Oui, c'est vrai, de c'est Henny, culte, ça. t'as de Wiener, Wiener si je dis pas de bêtises, c'est Oui. le docteur du Vienne. le Vin, ouais. Caligari. Le cabinet de docteur Ouais, juste regarder Caligari. des extraits, en fait, c'est intéressant. Même le film en vrai ça Il y a c'est pas Exxon des films- aussi, le film. À part Metropolis qui est très très long mais qui est une Ah, moi, expérience je l'ai- de pour le cinéma coup, je l'ai assez vu en entier, celui-là. ouais c'est vraiment une expérience de cinéma assez folle. C'est des films après qui sont pas forcément très longs. Et le Nosferatu fantôme de l'opéra aussi, même si c'est pas du l'expressionnisme. ouais mais ça en découle. C'est intéressant. Le fantôme de l'opéra C'est un c'est super film, hein, de 1925. Moi, je l'avais vu justement pour une vidéo sur le Phantom of the Paradise, j'avais trouvé le film vraiment top. Hein. Ouais. Même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, on parlait de photographie, c'est un film qui est très 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 beau. Même De toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que de toute façon, les influences, elles reviennent sans cesse sur d'autres De choses. toute façon, qui sont toujours soignés esthétiquement. Donc Parce c'est que- vrai que c'est assez... De toute façon, l'expressionnisme allemand a débouché sur la Hammer et ce qu'a fait Universal aussi avec les monstres. Ouais. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, donc si vous êtes curieux de ce genre de choses... Oui, mais alors à ce niveau-là, c'est vrai qu'en termes d'esthétique, c'est pas la même. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les films Universal, mais bon, le Frankenstein de 33, c'est quand même c'est joli, mais Ah, c'est pas c'est- aussi c'est quand même- soigné, quoi. la créature du lagon noir, tout ça. Ah, j'ai pas vu. Ouais, mais c'est beaucoup plus récent. Non. Si, c'est les années 50. C'est pas les- Ouais, oui, c'est pas les années 20, 20 oui. Les années 30. Ça reste, oui, mais ça reste pas récent non plus. Bon, après, c'est vrai que bon, bah, pendant qu'on tombe dedans, moi, je vais vous citer un de mes films préférés. Enfin, pendant qu'on y est, hein. L'Homme Invisible de 1933, qui est un chef-d'œuvre absolu. Claude Rains, effectivement, acteur français qui était, refusé de partout parce qu'en fait, il jouait mal. Il surjouait. Par contre, il avait une voix incroyable. Et en fait, c'est pour ça qu'il a Absolument. été pris. Et après, par contre, il a eu une vraie carrière après L'Homme Invisible, et notamment, il a joué l'inspecteur français dans Casablanca. Ok. Je crois que là, on a fait un très grand tour d'horizon. Là, Ah oui, bah là, il y a de quoi, il y a Bah de là, quoi, c'est- il y a de quoi manger et boire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouveau film. Émission spéciale Halloween. Non. Alors toi, c'est vrai que tu voulais émission faire la spéciale suite, Noël ouais. du coup. Donc on n'a pas encore le titre du film, On mais n'est en pas tout cas, vous sûr. saurez la thématique. Sur ce, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, sur, j'allais dire sur Allociné, non, sur Spotify, Pas pour le moment, Amazon Allociné. Music, sur tous les, Ouais, les réseaux sur sociaux TikTok aussi. Et donc du coup, à partir de maintenant, on sortira 2 à 3 shorts par mois pour teaser les prochaines émissions, pour aussi vous rappeler que les émissions précédentes sont toujours disponibles. Et on est toujours en train, sans cesse, d'améliorer un petit peu l'esthétisme de la chaîne et de récupérer des invités spéciaux, Ouais. des invités connus parfois. On espère notamment que l'émission avec Vincent Formica vous a plu sur Vandame. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs. Comme dit Nathan, on va essayer d'avoir une émission sur 2 avec des invités et des émissions thématiques notamment. Comme Désolé celle-ci. pour les bruits de table, hein, c'est moi qui tapais comme un mongol parce que j'étais très excité. C'est pour ça, mais ça se reproduira plus. Mais ça revient sur le fait de dire qu'on essaie d'améliorer constamment, que ce soit le visuel de la chaîne que l'écoute même en fait. Même oui, nous, parce que même nous au niveau de l'écoute, on essaie de rendre ça le plus ergonomique possible avec l'expérience, disons, on va dire. Mais disons que la dernière fois on n'était pas au même endroit de d'habitude en termes d'enregistrement, donc ça pose des petits soucis sonores, mais c'est pas grave, on va s'habituer. Sur ce podcast a encore une fois duré un peu trop longtemps, donc on vous laisse ici, puis à très vite. Salut. salut.